Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette émission spéciale aujourd'hui concernant l'attaque de l'antité-sioniste sur l'Iran. Une attaque peut-être pas surprenante, mais en tous les cas imprévisible. Nous retournerons également sur cet antité-sioniste qui passe à l'acte très tôt ce matin. Donc Israël, pour ne pas la nommer, a mené une série de bombardements dans plusieurs régions de l'Iran en ciblant des sites stratégiques selon l'antité-sioniste au moment où la région au Moyen-Orient traverse une période des plus critiques, des plus tumultueuses. Gaza transformé en champ de ruines, le Liban affaibli après l'élimination des figures de proue du Hezbollah, la Syrie complètement acquise après le départ forcé et précipité de Bachar al-Assad. Israël saisit l'occasion au vol et bien sûr, aujourd'hui, procède à l'attaque de l'Iran, un vœu exaucé et rendu possible grâce à la flexibilité de la politique de Trump envers l'entité sioniste. Et finalité, l'on viendra certainement nous dire et nous parler, comme à chaque fois, d'une crainte d'embrasement de la région, d'un appel à la retenue ou du droit d'Israël à se défendre. Mesdames et messieurs, les dés sont jetés. Le plan du nouveau Moyen-Orient fonctionne mieux que ses propres instigateurs ne l'ont prévu. Toutes les lignes rouges viennent d'être franchies, les derniers verrous viennent de sauter. Bienvenue au monde de l'inversion des valeurs et du droit de la force. Cela ne fait que commencer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite les développements. Pour en parler ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir nos invités à l'émission spéciale consacrée à l'attaque de l'entité sioniste à l'Iran. Nous recevrons ce soir avec beaucoup de plaisir Hichem Lahmisi pour commencer, secrétaire général de l'Institut international de recherche pour la paix à Genève, le JIPRI. Nous recevrons également Manuel Pouchelet, expert en géopolitique, Omar Benbarti, analyste des questions politiques, Riyad Sidawi, directeur du Centre arabe de recherche, le CARAPS, et bien sûr Mohamed Ben Kholouf, analyste des questions internationales, des invités qui vont intervenir tout au long de cette émission successivement. Pour commencer avec vous, Hichem Lahmisi, bonsoir. Bonsoir. Alors, on l'a vu, est-ce que cette attaque de l'entité sioniste qui s'est faite très tôt ce matin sur l'Iran était prévisible quelque part ? Alors oui, elle était prévisible, en ce sens où les Israéliens ont à de multiples reprises multiplié en fait les déclarations, laissant penser qu'ils allaient justement attaquer l'Iran avec une dimension très obsessionnelle, notamment chez Benjamin Netanyahou. Donc c'est pas en soi quelque chose de surprenant. Par contre, c'est l'ampleur de l'attaque qui est surprenante et surtout les méthodes qui ont été utilisées. Il faut savoir qu'une grosse partie des destructions sur le sol iranien sont le fait de lancements de drones ou d'opérations menées depuis le sol iranien, ce que les médias mainstream mentionnent très peu. Et avec le retour que nous allons avoir sur ce qui s'est déroulé en fait pendant la nuit et durant toute cette journée, on risque d'avoir des surprises assez étonnantes. Ben justement, ces surprises, on risque de les découvrir ensemble ce soir parce qu'apparemment, les mises en garde se multiplient de part et d'autre. Téhéran ne va pas se laisser faire et c'est justement ce que dit et a déclaré son président et son Premier ministre. Ils disent que la riposte sera vigoureuse et que cette attaque, et qu'ils feront regretter à l'entité sioniste cette attaque, Riyad Sidawi. De quelle manière pensez-vous que Téhéran va riposter ? Absolument, Téhéran va riposter parce que c'est son droit. C'est son droit selon la charte internationale, la charte de l'ONU. L'article 51 concerne le droit de légitime défense. Quand un État est attaqué, l'État a le droit de se défendre. Donc, c'est légitime. Rappelons-le que l'Iran est toujours à respecter le droit international. Or, l'entité sioniste a agressé l'Iran sans passer par le Conseil de sécurité ni par le chapitre 7 de la charte de l'ONU, mais c'est la loi du plus fort. Nous sommes forts et on va vous attaquer. Personnellement, c'était très, très attendu, ce coup-là. Pourquoi ? Parce que ça fait 1 ou 2 jours que les Américains, Donald Trump, a demandé aux citoyens américains de quitter le Moyen-Orient.
Ça nous rappelle aussi la même demande des États-Unis d'Amérique à la veille de l'opération spéciale russe le 22 février, je pense, 2022, ont demandé aussi de leurs citoyens de quitter, les citoyens américains, de quitter l'Ukraine. Donc c'est la même chose, le même scénario. Le fait d'appeler les citoyens américains de quitter le Moyen-Orient, ça veut dire qu'il y a une guerre, qu'il y a quelque chose. Bon, aujourd'hui, la réplique iranienne, la réponse iranienne. Certes, il faut l'avouer, hein, l'Iran a reçu un coup dur, très très dur, au plan militaire, au plan l'industrie nucléaire et surtout au plan personnel. Ça veut dire les personnalités des chefs de l'armée iranienne ont été visées, des savants iraniens ont été assassinés. C'est une attaque globale. C'est une attaque globale contre les inter-iraniens. Évidemment, l'Iran va absorber le choc. Ça nous rappelle aussi l'agression sioniste du 5 juin 1967. Mais bon, c'est en 67, 5 juin 67, l'entité sioniste n'a pas assassiné des chefs militaires, juste le bombardement des aéroports militaires égyptiens. Mais là, c'est une guerre totale. Donc aujourd'hui, c'est la riposte. Il faut attendre un peu du temps aussi, parce que le commandement militaire iranien doit se réorganiser à nouveau, et puis préparer, et puis répliquer. En plus, l'Iran n'a pas d'autre choix que répliquer, que répondre avec force, n'a pas d'autre choix, surtout appuyé par l'article 51 de la Charte de l'ONU qui concerne le droit de légitime défense. Eh bien, justement, on va revenir sur cet aspect de droit à se défendre, parce qu'il y a eu quand même plusieurs réactions en faveur de l'entité sioniste, et c'est un classique, même les pays qui soutiennent donc l'entité sioniste, mais il y a eu également plusieurs réactions d'autres pays qui ont dénoncé cette agression, dans l'Algérie, effectivement, qui a dénoncé en des termes vigoureux le fait qu'aujourd'hui l'Algérie considère que l'entité sioniste ou son attaque contre l'Iran est une agression flagrante, barbare, je le cite, contre la République islamique d'Iran, que c'est une agression qui ajouté le communiqué, n'aurait pas eu lieu si l'entité sioniste ne jouissait pas d'une impunité, d'absence de compte rendu et de sanctions. Le communiqué algérien des Affaires étrangères a également précisé que cette agression constitue une violation de l'ensemble des lois internationales et à leur tête les principes de la Charte des Nations Unies, bien sûr, qui réaffirme la politique agressive méthodique de l'occupation sioniste coloniale, une politique qui repose sur un leurre, ce qui est celui de garantir sa sécurité et sa stabilité au détriment de la sécurité et de la stabilité de son voisinage, pour citer en substance donc le communiqué algérien qui a dénoncé cette frappe. Cela dit, on est un peu, je dirais, surpris par la réaction des États-Unis, plus particulièrement Hicham Lamisi, de celle de Donald Trump, qui dit, dans un entretien téléphonique qu'il a accordé au quotidien économique, que la frappe contre l'Iran sont excellentes pour le marché. Donc finalement, on voit quand même un président qui est beaucoup plus soucieux de ce qui pourrait être excellent pour le marché que du nombre de victimes et de l'agression contre le droit international. Hicham Lamisi. Très bien, oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, alors ce qu'il faut regarder, c'est qu'il était absolument impossible pour Israël de frapper l'Iran dans une dimension aussi massive et de cette façon sans un soutien américain. De toute façon, il y a eu un soutien technologique américain, il y a eu des opérations de brouillage à large échelle, il y a eu une participation directe du renseignement américain, il y avait une coordination stratégique, il y avait toute l'infrastructure satellitaire qui a participé directement à ces bombardements israéliens sur l'Iran. Ce qu'ont voulu les États-Unis, c'est ne pas être officiellement mêlés, entre guillemets, à cette opération d'agression israélienne pour ne pas en subir les conséquences derrière, parce que vous avez un certain nombre de bases militaires américaines dans un certain nombre de pays du Moyen-Orient, et donc les Iraniens avaient la possibilité de riposter en fait en s'attaquant à ces bases et à cette présence militaire américaine ou d'autres intérêts américains. Ce qu'il faut regarder, c'est aussi qu'un certain nombre de pays ont très clairement permis que leur domaine aérien, leur espace aérien puisse être utilisé par l'aviation israélienne. C'est notamment le cas de la Jordanie, et ça relève quand même d'une situation
très problématique. Oui. Et de la même façon, et ça c'est un point très important, c'est que c'est une victoire du renseignement militaire israélien qui est absolument impressionnante, en ce sens où une grande partie des opérations ont été menées depuis le sol iranien. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez mis en avant et qui explique en fait toute comment dirais-je, la désorganisation qu'a subi en fait l'Iran à travers cette premières attaques. Ensuite, concernant ce qui va être la riposte iranienne, il faut voir que l'Iran a les capacités technologiques, missilistiques, de frapper très lourdement Israël. Simplement, c'est que dans l'état de désorganisation très profonde que traverse l'Iran, la réaction risque d'être difficile à mener parce qu'il y a toute une réorganisation à faire et en même temps un coup qui a été pris sur le moral très important et qui amène et qui ouvre la voie à une réflexion plus globale. À un moment donné, lorsqu'un conflit va de toute façon se tenir et que vous n'avez plus d'autre choix que d'engager ce conflit, et il est peut-être important de mener une réflexion, de savoir si la politique iranienne de temporisation de ces dernières années était forcément la bonne solution pour l'Iran, parce que là, ils ont pris un coup qui est un coup très, très sérieux. Est-ce que vous pensez que cette temporisation pourrait, si vous voulez, porter un coup effectivement à l'image de Téhéran si elle venait justement à ne pas riposter de manière la plus rapide, alors que, comme vous le dites, le coup qu'elle a porté ou qu'elle a reçu aujourd'hui est assez grand? L'Iran est obligé de répondre parce que sinon, les autorités iraniennes vont clairement se décrédibiliser totalement par rapport à leurs alliés, déjà d'une, et par rapport à leur propre population. Il faut voir qu'en Iran, il y a une problématique, c'est-à-dire un espèce de front intérieur qui est réel, qui est véritablement un problème et qui explique en grande partie la facilité à travers laquelle le renseignement israélien a pu s'infiltrer avec une facilité déconcertante. Ce qu'il faut voir, c'est que les services israéliens sont présents à tous les niveaux de commandement iraniens, du plus petit au plus élevé, et c'est ça qui est très inquiétant en fait pour l'Iran. Il faut voir que la Syrie est tombée en grande partie du fait que les services iraniens étaient largement infiltrés. Il faut voir que le Hezbollah a vu, entre guillemets, tout son leadership décapité du fait d'un renseignement iranien qui était en lien avec le Hezbollah, qui était totalement infiltré. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir dans l'architecture de ce qu'on a appelé l'axe de la résistance, le mouvement qui a donné les coups les plus durs à Israël, c'est en fait le seul mouvement qui n'a pas été infiltré par les Israéliens, c'est le Yémen. Et ça donne énormément d'indications. On verra tout à l'heure avec vous, restez sur la même idée. Donc, quelles sont ces indications justement? Vous avez parlé tout à l'heure de l'Irak, Hicham El-Hamisi. Je voulais juste préciser que l'Irak a dénoncé l'utilisation de son espace aérien par l'entité sioniste, donc ce qui explique un peu tout. Riyad Sidawi, est-ce que si on suit le raisonnement d'Hicham El-Hamisi, à savoir qu'aujourd'hui peut-être que le coup est tellement dur pour l'Iran, parce qu'ils n'ont pas finalement suffisamment réussi à intercepter ces frappes très matinales de l'entité sioniste, est-ce que le fait de temporiser une riposte ne joue pas contre, si vous voulez, l'Iran aujourd'hui? Non, moi je veux comparer ce qui s'est passé aujourd'hui, le 13 juin 2025, avec ce qui s'est passé le 5 juin 1967. Parce que l'Égypte, certes, a reçu un coup très dur en frappant et éliminant l'aviation égyptienne, mais ce qui s'est passé après, c'est la guerre d'usure et puis c'est la guerre d'octobre 1973. Et pourquoi? Parce qu'il y a des dimensions de mobilisation de ressources. Il y a la dimension démographique. La dimension démographique joue en faveur de l'Iran. La dimension économique, la dimension militaire, les alliances avec la Russie, la Chine, etc. Donc, l'Iran, à mon avis, pourrait absorber ce coup dur. Certes, c'est un coup très, très dur, mais pourrait absorber et passer à la contre-attaque. Pourquoi? Parce qu'ils sont environ 100 millions, parce qu'ils ont une armée très puissante, parce qu'ils ont aussi une industrie militaire. Et certes, il y a une désorganisation totale actuellement, et ça va prendre, à mon avis, peut-être quelques jours, et après, l'Iran va répliquer, va répondre. La même chose avec le Hezbollah, rappelons-le, après l'assassinat du Saïd Hassan Nasrallah, et le Hezbollah a repris ses forces juste quelques jours après. Au début, c'était le choc, absorber le choc, se réorganiser et contre-attaquer. Je pense
la dimension démographique, économique et territoriale aussi joue en faveur de l'Iran. Eh ben, c'est en tous les cas, du moins, ce qu'on espère dans ce dossier et dans cette attaque. La question qui se pose en ce moment, c'est que cette frappe a ciblé des sites très, très stratégiques, à savoir aujourd'hui qu'il y a, d'ailleurs, ils ont réussi à voir le chef des gardiens de la révolution, Hossein Salami, qui a été tout de suite remplacé. Nous avons vu qu'il y a également l'aéroport de Tabriz qui a été touché, le QG de Khatam al-Anbiya, le dernier des prophètes, et il y a également la région nucléaire ou la base, si vous voulez, de Natanz. Donc finalement, l'entité sioniste connaissait très bien, Hicham Lahmisi, les sites qu'elle devait frapper. J'ai une remarque, s'il vous plaît. Oui, allez-y, M. Sidawi, allez-y. Moi, je pense qu'on est en train de parler de la supériorité de la technologie israélienne, le savoir-faire, etc. Non, à mon avis, c'est la supériorité technologique américaine. Oui, tout à fait. Renseignements américains. Celui qui veut affronter Israël doit savoir qu'il doit affronter en même temps les États-Unis d'Amérique. Ça, c'est une règle d'or. Il faut connaître, il faut souligner que c'est la supériorité technologique et de renseignement américaine et non pas israélienne. Voilà, vous faites bien de le dire parce que de toute façon, vaut mieux que ce soit vous qui le dites. À partir du moment où on sait très bien, par exemple, dans leur génocide à Gaza, ils ont utilisé les dernières technologies dans le ciblage des Palestiniens civils et on sait très bien qui ou par qui ils ont été dotés par ces armes. Et ça, je crois que ce n'est un secret pour personne. Merci pour la précision, Riyad Sidawi. Hicham Lahmisi, je disais que le fait d'avoir ciblé ces endroits et ces sites dénotent que finalement cette attaque était réellement planifiée et depuis longtemps et avec beaucoup de munitions pour dire à quel point, c'est-à-dire que la frappe était programmée finalement. Non, je crois qu'il est absolument nécessaire de ne pas commettre une erreur qui est celle de sous-estimer, entre guillemets, l'adversaire, si je puis dire. La victoire du renseignement militaire israélien, elle est totale, il faut le dire, c'est la réalité. Ils ont infiltré toutes les structures de commandement de la République islamique d'Iran. Ça interpelle. Il faut voir, par exemple, que vous avez plusieurs témoignages qui rendent compte, par exemple, que des opérateurs de défense anti-aérienne iranienne, dans des endroits sensibles qui étaient censés protéger notamment des sites nucléaires, ont été assassinés à l'arme blanche par des commandos sur place, dont on ne sait pas si c'était des commandos menés par des Israéliens ou bien des Iraniens qui travaillent pour le Mossad ou les services ou d'autres services israéliens plus globalement. C'est pour dire le niveau d'infiltration de l'Iran. Vous avez des drones qui ont été lancés sur des sites depuis le sol iranien, à peine une dizaine de kilomètres des sites particulièrement sensibles. Un petit peu à l'image de ce qui s'est passé avec, vous savez, les Ukrainiens sur les bases stratégiques de l'aviation nucléaire russe, par exemple. Donc c'est ça qui interpelle, ce sont des opérations qui demandent des années, qui demandent un niveau d'infiltration qui est extrêmement poussé, et même si l'armement, comme l'on dit, est un armement américain, c'est quelque chose qu'il faut savoir reconnaître et mettre en avant pour comprendre en fait ce qui se déroule aujourd'hui. Il y a un autre élément aussi qui est à prendre en considération, qui relève aussi de ce qu'on appelle la guerre cognitive, la guerre idéologique qui a été largement perdue par l'Iran. Une partie de la population iranienne aujourd'hui est presque satisfaite de ce qui se passe. Ce sont des éléments dont il faut tirer tous les enseignements nécessaires et qui a permis notamment aux Israéliens et aux Américains, parce qu'en réalité ils travaillent de concert, parce que ce n'est pas simplement une opération israélienne, c'est une opération conjointe qui a été menée avec les Américains, et pour ce qui est des avions, des bombes utilisées, on a évidemment affaire à de la technologie américaine. Voilà. Il faut voir donc c'est plus facile comme ça. Vous avez une partie de la défense anti-aérienne, comment dirais-je, iranienne, qui a été brouillée par des systèmes américains. Donc les Américains ont participé directement. Dans l'identification des sites, vous avez les Américains qui ont directement participé. Donc oui, mais en même temps, il faut reconnaître qu'il y a un souci très sérieux et que l'Iran a été un problème, notamment pour ce qui s'est déroulé en Syrie et pour l'élimination du leadership du Hezbollah. Donc ça, ce sont des éléments d'analyse qu'il faut rappeler
Et plus globalement, si on doit parler en termes de technologie, dans un certain nombre de domaines, l'Iran a une supériorité totale sur Israël. En matière de technologie balistique, aujourd'hui, les Iraniens sont beaucoup plus performants. Mais là, ce n'est pas une question de performance technologique. Là, c'est une victoire du renseignement et du renseignement humain. Oui, très bien. Alors, si je suis votre raisonnement, Hicham Lahmisi, c'est bien beau de le dire parce que, bon, c'est un fait, parce qu'on est là. Mais n'oubliez pas que si aujourd'hui, par exemple, Gaza, il y a un génocide à Gaza et qu'il y a une suprématie donc, de l'antité-sioniste, c'est en grande partie grâce à la technologie des États-Unis qui est fournie à l'antité-sioniste. Ils sont également peut-être supérieurs sur le plan du renseignement, comme vous l'avez dit, mais lorsque vous savez que, par exemple, c'est une victoire qui n'aurait pu être vraiment là sans l'aide de beaucoup de sayanim plantés ici et là dans les 4 coins du monde pour aider justement l'entité sioniste et ses renseignements du Mossad, parce qu'il n'est pas écrit sur le front du Mossad qu'il est sioniste, il est écrit peut-être qu'il est suédois, norvégien ou peut-être même italien ou jordanien, que sais-je. Donc peut-être aussi il y a des réponses et des questions dont ce qu'on vient de dire par rapport à ce qui s'est passé donc en Iran. Je voudrais revenir avec vous, Omar Benbarti qui vient de nous rejoindre. Omar Benbarti, bonsoir. Bonsoir, ça va? Je vous remercie beaucoup. Alors, vous venez de nous rejoindre. Omar Benbarti, que faut-il penser de cette attaque ou de ces attaques, parce que c'est le cas de l'entité sioniste contre l'Iran? Pourquoi ce timing, selon vous? Et est-ce que réellement la ligne de non-retour a-t-elle été franchie aujourd'hui? Je ne sais pas si la ligne de non-retour a été franchie, mais toujours est-il que cette attaque, ça fait un moment que Israël prévoit d'attaquer l'Iran et a développé pour ce faire une stratégie qui remonte à des années. Donc ça fait des années que le régime sioniste déclare qu'il veut détruire l'Iran et qu'il n'est pas question que l'Iran détienne l'arme nucléaire. Ça, oui. C'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi ce timing maintenant? Oui. Parce qu'il y avait des négociations qui se tenaient à Amman et entre les États-Unis et l'Iran à propos du nucléaire, justement. Et tout l'Occident, tous les pays d'Occident, que ce soit l'OTAN, l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique, oui, sont farouchement opposés au fait que l'Iran détienne l'arme nucléaire. Et donc, je pense qu'Israël a devancé tout ce beau monde avec, bien sûr, l'appui évident et classique et naturel, j'allais dire, entre guillemets, des États-Unis d'Amérique pour attaquer l'Iran. Maintenant, j'ai entendu une partie de l'intervention d'une personne, d'un de vos invités, qui disait que le renseignement du Mossad avec les Sayanim, comme vous dites, et il est présent partout et que c'est une bataille de renseignement plus qu'une bataille... Non, le renseignement américain est tel qu'ils ont des satellites qui leur permettent de voir tout ce qui se passe, mais toujours est-il que l'Iran n'a encore pas répondu à l'attaque. C'est ça qu'il faut retenir aussi comme décision de ce qui se passe actuellement. L'Iran, elle est en train de penser ses blessures parce qu'effectivement, elle a perdu beaucoup de monde. Il y a eu des assassinats qui ont été ciblés, certes, avec le soutien, l'aide de commandos ou d'espions ou d'agents secrets. Toujours est-il que l'Iran n'a toujours pas répondu. Mais lorsque l'Iran répondra, là, on verra si effectivement l'État sioniste est en mesure d'affronter seul un pays comme l'Iran, qui est un pays qui a une civilisation séculaire. Ah bon, justement, on va parler du fait qu'aujourd'hui, l'Iran ou Téhéran, aujourd'hui, va peut-être riposter parce que de toute façon, elle a promis que la riposte serait vigoureuse et qu'il finirait par faire regretter à l'entité sioniste leur attaque. Finalement, je vais aller vers Riyad Sidawi, qui peut-être est là, toujours avec nous. Je ne sais pas s'il nous a quittés parce qu'il avait quand même d'autres engagements. Riyad Sidawi est là avec nous? Je continue avec vous quand même, Omar Benbarti, parce que la question est très importante. Je voulais savoir aujourd'hui, est-ce que finalement... Oui, Riyad Sidawi, alors oui, voilà, je me tourne vers vous, Riyad Sidawi. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement l'entité sioniste a saisi un timing assez, je dirais, opportun, dans le sens où Gaza est complètement transformée en champ de ruines et que la Syrie
est finalement acquise quelque part avec le départ de Bachar al-Assad. C'était un peu le vœu de l'entité sioniste et qu'aujourd'hui, du côté du Liban, très fragilisé avec la disparition ou la mort du Hezbollah, c'est-à-dire le chef suprême du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Et bien sûr, ce sont des fronts fragiles. Aujourd'hui, finalement, l'Iran se retrouve seul face, je dirais, non pas seulement à l'entité sioniste, mais aux États-Unis, à tous ces pays européens ou occidentaux qui donc sont en train de faire pression sur elle, peut-être pour signer ces accords sur le nucléaire. Oui, c'est clair, c'était la stratégie sioniste d'attaquer le camp de la résistance, ou l'axe de la résistance. Évidemment, son cœur, c'est l'Iran. A réussi, avec la Turquie et avec les États-Unis d'Amérique, à éliminer le régime de base du président Bachar al-Assad. Et la même chose avec le Hezbollah. Le coup aussi était très, très dur. Mais comme j'ai dit, l'Iran a des ressources, à la mobilisation des ressources, à la profondeur démographique et économique et militaire, va absorber ce choc. Et aussi, l'Iran doit savoir que la confrontation est contre les États-Unis d'Amérique aussi. Parce que quand je parle de la supériorité technologique américaine, je parle aussi de renseignement. Le renseignement aujourd'hui, il y a une grande partie technologique par les satellites très sophistiqués sont américains. Aussi la CIA travaille sur le dossier iranien, évidemment. Donc, et d'ailleurs, Donald Trump n'a pas caché ça avec ses dernières déclarations aujourd'hui. Il a dit on a soutenu Israël par les renseignements. On a soutenu, j'étais au courant de cette frappe. Donc, maintenant, nous attendons la réponse. J'espère que ce sera comme Stalingrad, absorber le choc et contre-attaquer. Et je pense aujourd'hui, les chefs d'État iraniens n'ont pas plusieurs choix. Il n'y a qu'un seul choix, c'est riposter, répliquer d'une manière très forte et peut-être, mais le timing, on ne sait pas aujourd'hui, demain, mais c'est sûr, dans quelques jours, afin vraiment d'équilibrer la terreur. Et je pense aussi les Américains les Iraniens ont informé leurs homologues négociateurs américains qu'ils ne vont pas assister ce samedi aux négociations à Masqat, à Oman. C'est fini. Aujourd'hui, je pense que l'Iran va réfléchir et il va penser sérieusement à avoir l'arme atomique, puisque d'autres États, Israël lui-même a plus que 200 têtes nucléaires, le Pakistan, l'Inde, la Corée du Nord. Donc pourquoi pas nous, puisque nous sommes menacés par l'entité sioniste. Action, réaction, attaque, réplique, c'est connu. Et je compare toujours ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est toujours dans le mois de juin, avec le 5 juin 1967. L'Égypte a réussi à absorber le choc, à entrer dans la guerre d'usure, puis la guerre d'octobre 1973. Mais les Iraniens, évidemment, doivent réagir et répliquer pour, évidemment, sauver les fondements du régime lui-même. Oui, justement, est-ce que finalement l'Iran n'est pas vraiment fragilisé? Hichem Lahmisi, finalement, va-t-on vers un embrasement, justement, certaines de cette région? Alors que, rappelez-vous, lorsqu'il y avait la guerre contre Gaza et le génocide contre Gaza, beaucoup de diplomates américains disaient que nous ne voulons pas d'embrasement de la région. On y est dedans, hein, on y est en plein dedans dans l'embrasement. Il est clair que le scénario, du point de vue israélien et notamment de Benjamin Netanyahou, dont il est toujours difficile de prononcer le nom et le prénom, eh bien, c'est d'engager les États-Unis dans une guerre longue avec l'Iran. Il est certain, du point de vue démographique, économique et militaire dans un certain nombre de domaines, Israël n'a pas les moyens d'affronter l'Iran dans une guerre qui soit une guerre d'attrition. Ça, c'est une évidence. On ne peut même pas poser la question. Oui. Mais ce qu'il faut regarder, c'est que sur ce coup, sur cette première phase, on a une espèce de Pearl Harbor, si j'ose dire, qui a été provoqué par les Israéliens. Et le scénario israélien, c'est que la suite, elle soit menée par les Américains. C'est-à-dire en montrant aux Américains, en disant « Regardez ce que nous avons été capables de faire. Vous voyez que l'infrastructure iranienne a été particulièrement fragilisée. Finalement, on va vous obliger à entrer dans cette guerre et dans ce conflit. Et toute la question qui se pose aujourd'hui, c'est quel va être l'état des discussions entre Iraniens et Américains sur la nature de la riposte iranienne.
Ensuite, quelle va être la position ou le positionnement de puissances comme la Chine et comme la Russie, qui ont leur mot à dire, parce que l'Iran fait partie des BRICS, donc les BRICS c'est aussi une réalité, et l'organisation des BRICS ne doit pas se décrédibiliser en lâchant, entre guillemets, l'un de leurs membres. L'Iran fait aussi partie de l'organisation de coopération de sécurité de Shanghai, donc on a aussi une réalité à prendre en considération, un monde qui a changé. Et l'Iran a les moyens de riposter, elle a les moyens technologiques, elle a les moyens militaires, mais actuellement, elle est très fortement touchée, impactée par ce qui s'est passé, et surtout, le commandement iranien doute très fortement de la réalité des personnes qui sont aux manettes. Il y a une crise de confiance qui est très grave, et ça, c'est quelque chose qui fragilise très fortement l'Iran. Peut-être que ces attaques vont faire prendre conscience justement aux autorités iraniennes qu'il y a réellement des lacunes dans son service de renseignement, et cela se déroule depuis justement l'assassinat de Smaïl Haniyeh et ça ne date pas d'aujourd'hui. Monsieur Sidawi, juste je reviens vers vous parce que on doit vous quitter, on doit vous libérer, mais juste la dernière question aujourd'hui. Comme je le disais à Hicham Lamissi, est-ce que vous pensez qu'on va vers un embrasement certain aujourd'hui? Je pense, oui, l'Iran est obligé de prendre sa revanche. Je pense l'Yémen aussi va accélérer l'envoi de ses missiles et ses drones. Hezbollah est fragilisé, certes, et en plus avec un chef de gouvernement et un président qui ne sont pas très complices avec Hezbollah, comme souvent les autres chefs d'État et chefs de gouvernement libanais. Mais les Iraniens, à mon avis, c'est leur raisonnement de vie. Ça veut dire, c'est leur idéologie, ce sont les fondements de la révolution islamique iranienne, le fondement et la légitimité de l'État et du pouvoir et du régime iranien. Donc, l'Iran doit répliquer d'une manière forte, précise, et il doit rééquilibrer la terreur. Et sans leur déclaration aujourd'hui, que ce soit le guide de la révolution, Saïd Ali Khamenei, que ce soit le président de la République, Massoud Pezeshkian, que ce soit le nouveau chef de l'armée iranienne, parce que l'autre a été assassiné, ou le chef de la garde de la révolution qui a envoyé un télégramme au guide de la révolution iranienne, on va prendre notre revanche. Et Israël va connaître l'enfer. Je ne pense pas que ce sont des phrases uniquement pour la mobilisation, pour l'action psychologique. Non, je pense que l'Iran aujourd'hui n'a pas beaucoup de choix. D'ailleurs, n'a qu'un seul choix, c'est répliquer d'une manière forte afin de sauver la façade du régime et les fondements du régime en soi. Merci beaucoup, Riyad Sidawi. Comme vous avez d'autres engagements, je vous salue. Merci pour vos interventions. On vous retrouvera certainement pour d'autres éditions. Au revoir, on vous libère. Avec nous, Mohamed Ben Khalouf, analyste des questions politiques internationales. Bonsoir, Mohamed Ben Khalouf. Monsieur Mohamed Ben Khalouf est avec nous? Alors, je vais vers vous, Hicham Lamissi, comme vous le disiez tout à l'heure. Peut-être que aujourd'hui, l'Iran est en train de prendre un temps de réflexion pour voir d'où vient réellement la faille, pour que de cette manière, les cibles stratégiques de son pays deviennent aussi faciles pour l'entité sioniste. Je disais tout à l'heure, est-ce qu'on va vers un embrasement? Parce que la question se pose. On se demande même si on n'y est pas déjà. Est-ce que finalement, cette frappe qui n'a pas du tout été dénoncé par la communauté internationale. Au contraire, beaucoup parlent du droit de défense de l'entité sioniste. Alors, c'est l'entité sioniste qui attaque, qui est l'initiatrice, et puis on parle du droit à la défense. Il y a aussi le droit à la riposte, Hicham Lamissi. On nage, on est en pleine science-fiction, si j'ose dire, avec vraiment ce discours de double standard, oui. Je dis double scandale. Oui, scandale quelque part, oui. Double scandale, double standard du monde occidental, des
principaux dirigeants occidentaux qui sont honte-buts alors qu'un pays vient d'être agressé en violation totale du droit international. Donc l'Iran vient surajouter et dire qu'un autre pays qui est en train de commettre aujourd'hui un génocide à Gaza aurait le droit de se défendre. On nage dans une situation qui est complètement surréaliste et qui exprime parfaitement en fait ce divorce qui est acté maintenant et dont on observe de plus en plus entre guillemets les caractéristiques les plus spectaculaires, entre ce qui reste d'un ancien monde occidental dominant qui n'accepte pas l'évolution de la réalité sociale du monde et qui continue à voir avec cette lunette colonialiste condescendante et qui fait qu'on ne reconnaît pas un pays comme l'Iran qui a été agressé, le droit justement à la légitime défense et qui ne condamne pas ce que fait Israël, ce qui est proprement scandaleux et qui vient mettre de l'huile sur le feu et qui risque effectivement de pousser à un basculement encore plus grave dans l'embrasement qui est en cours, parce qu'on parle de risque d'embrasement, mais nous sommes déjà dans l'embrasement. Oui. Israël bombarde quotidiennement le Liban, bombarde quotidiennement la Syrie avec l'aval des nouvelles autorités syriennes qui semblent manifestement très très contentes d'être bombardées chaque jour sans jamais riposter, ce qui est quand même assez intriguant, à bombarder le Yémen, bombarde aujourd'hui l'Iran, à bombarder l'Irak. Jusqu'où va aller justement Israël dans sa politique, qui est une politique incendiaire mortifère, et effectivement le risque d'embrasement encore beaucoup plus accru l'est avec une potentielle guerre régionale qui me laisse à penser qu'Israël a peut-être encore d'autres objectifs, c'est-à-dire pas simplement toucher l'Iran et son programme nucléaire, peut-être, pourquoi pas, chercher à déstabiliser les pays du Golfe et les entraîner malgré eux et malgré leur positionnement très proche des intérêts occidentaux, on va le dire de cette façon, tout simplement parce qu'Israël ne supporte pas non plus la montée en puissance financière d'États comme les Émirats, comme l'Arabie Saoudite, comme le Qatar, et on peut imaginer d'innombrables scénarios où justement les Israéliens, le leadership israélien actuel aujourd'hui pourrait chercher justement à ouvrir de nouveaux fronts. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'Israël cherche par tous les moyens à impliquer les États-Unis dans une grande guerre régionale qui, à terme, pourrait devenir tout simplement une guerre mondiale. Voilà, très bien. Vous me tendez la perche, vous ne pouvez pas savoir à quel point, justement, Hicham Lamisi. Omar Ben Parti, je reviens vers vous. Est-ce que vous pensez réellement aujourd'hui que les États-Unis ne sont pas suffisamment conscients que l'entité sioniste, par cette carte blanche qu'ils leur ont octroyée pour attaquer et pour cibler des pays de la région, finalement, aurait des conséquences sur ce pays qui pourrait donc un retour de manivelle, qui pourrait être vraiment, je dirais, regrettable pour les États-Unis. À ce point, aujourd'hui, l'entité sioniste peut jouer de façon à ce qu'il puisse déclencher une guerre dans la région? Déclencher une guerre dans la région, ça dépend aussi de la lâcheté, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, la lâcheté des pays arabes qui se trouvent dans cette région, comme vous dites. Que ce soit l'Égypte, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats et tout ça, ce sont des pays dont les dirigeants sont des lâches. Ça, il faut bien le préciser. Et l'Iran se retrouve seul. C'est pas parce qu'il y a le Yémen qui a été complètement, depuis 8 ans qu'il est en guerre, il est affaibli. Le Liban, c'est un petit pays qui n'a pas les moyens de sa politique, même si le Hezbollah pouvait faire quelque chose. Il a été démantelé. Et la résistance palestinienne se débat dans les problèmes que vous connaissez. Donc à partir du moment où l'ensemble des pays du Khalij, qu'on appelle le Khalij, les pays qui se prétendent arabes, se déterminent comme étant des lâches, et je dis bien des lâches, à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas attendre de l'Iran qu'elle soit la seule à s'occuper d'un État voyou, d'un État belligérant, d'un État génocidaire comme l'État sioniste. Et donc, avec le soutien de l'Occident et des États-Unis d'Amérique, il est évident que les États-Unis d'Amérique, ils ont la même mise. Trump, quand il est passé en Arabie Saoudite et dans les Émirats, il a ramassé 500 milliards de dollars, que je sache. Il ne faut pas perdre de vue cette situation. Ces 500 milliards de dollars, ce sont l'ensemble des sunnites et des arabes qui les fournissent avec le pétrole, certes, mais aussi avec le Hajj. Le Hajj et l'Umrah, ça gonfle les caisses
Oui. N'empêche que... Des wahhabites, Oui. des wahhabites de l'Arabie Saoudite. Oui. Et à partir de ce moment-là, on ne peut rien attendre. Regardez ce qui se passe avec la délégation qui a décollé Algérie, Tunisie, Libye, le Maghreb. Vous parlez de la caravane Somoud. La caravane Somoud. Et regardez l'attitude des pouvoirs égyptiens, du pouvoir égyptien qui est devenu un pouvoir de larbin. Il est en train de dépecer son pays, de le vendre aux Émirats, et il interdit à des gens qui viennent sans armes et qui viennent essayer d'aider le peuple de Rafah, juste symboliquement. On sait très bien que ce n'est pas une guerre qui va être déclenchée. Donc Israël a les mains libres. Israël a les mains libres et l'entité sioniste, elle est ce qu'elle est, mais c'est contre les Américains que les Iraniens se battent. Et cela fait depuis la révolution de Khomeini que les Américains ne veulent pas que l'Iran devienne ce qu'il n'a jamais cessé d'être, à savoir une grande civilisation. Et donc, on ne peut pas espérer attendre des Iraniens qu'ils se développent sans le soutien de l'ensemble des pays qui l'entourent. Et les pays qui l'entourent sont des pays arabes. Très bien. Il y a que les autres sont des pays musulmans, certes, le Pakistan, l'Afghanistan, mais regardez dans quel état ils sont. À partir de ce moment-là, je crois que les Iraniens n'ont d'autres, comme l'a dit Sidaoui tout à l'heure, les Iraniens n'ont d'autres réponses que de répliquer, parce que sinon, ils ont 80 millions d'habitants qui ne vont pas comprendre ce qui leur arrive. Parfait. On va revenir justement à cette idée de la liberté, de l'impunité de l'entité sioniste. Nous rejoint Manuel Pouchelet, expert en géopolitique. Manuel Pouchelet, bonsoir. Bonsoir madame et merci pour votre invitation. Merci à vous. Alors Manuel Pouchelet, est-ce que vous pensez que finalement ces frappes qui ont été orchestrées par l'entité sioniste avec la bénédiction et l'œil bienveillant, parce qu'on a vu les déclarations de Trump des États-Unis concernant cette frappe bien entendu, est-ce que vous pensez que c'est un moyen de pression pour les négociations sur le nucléaire iranien afin que ces derniers puissent signer l'accord conformément aux désirs ou désirata des États-Unis et bien sûr des pays qui le soutiennent? Non, je ne le pense pas. Non. Malheureusement, je vais reprendre une phrase du président Mitterrand qui disait, une fois que les négociations sont épuisées, c'est des armes qui vont parler. Là, je parle de la première guerre du Golfe. Maintenant, vous savez, Téhéran est un régime théocratique avec au pouvoir Ali Khamenei qui mène son pays avec les gardiens de la Révolution et de toute façon qui est en position de force. Maintenant, ce qui est très dangereux dans la région, c'est que les frappes israéliennes vont tôt ou tard révéler de nouvelles alliances, parce que j'entendais vos intervenants avec plaisir, mais le Moyen-Orient, puisque j'y habite aussi une partie de l'année dans la région, tout n'est que volatilité, réversibilité, opportunisme. Donc les alliés de Téhéran demain vont sûrement s'allier, puis demain risqueraient, en fonction de certaines alliances, reconsidérer leurs relations. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que M. Netanyahou, de toute façon, avait prévenu, quand il avait, on va dire, éliminé Hassan Nasrallah à Beyrouth, il avait dit, il avait déjà donné, si vous voulez, un petit peu comme George Bush l'avait fait. Un, il avait annoncé la couleur, puis deux, je vous ferai remarquer qu'il avait annoncé aussi des listes. Donc, quelque part, ce que l'on assiste aujourd'hui, c'est la fin et non plus le prolongement de ce qu'avait arrêté le général Soleimani en son temps pour éventuellement, avec les brigades Al-Quds présentes en Syrie, pour justement détruire Israël, qui est ce projet-là. Maintenant, Benjamin Netanyahou est quelqu'un d'imprévisible. Pour l'instant, il y a une fenêtre opportuniste pour lui, mais ce qui m'inquiète, si vous voulez, quand on connaît bien la région, je ne pense pas qu'il soit habitué au temps long, puisque les Américains vont sûrement lui fournir un appui, que ce soit de renseignement ou même militaire, puisque l'on sait pertinemment que les moyens qui ont été employés, les vecteurs qui ont été employés, notamment les bombes qui ont été utilisées pour Téhéran, sont des bombes américaines qui n'existent qu'au catalogue d'entreprises américaines et non dans d'autres pays qui peuvent également soutenir Israël. Donc, si vous voulez, en même temps, vous risqueriez d'avoir un renversement d'alliance, puisqu'on a assisté aujourd'hui avec la Jordanie qui a arrêté des drones qui venaient de Téhéran pour éviter de pilonner le sol israélien. Donc attention, c'est un conflit qui va s'inscrire dans la durée avec des réversibilités, mais je peux vous garantir une chose, c'est que les observateurs de l'AIEA et tout ce qui tourne autour de ces accords vont être mis, bien sûr, sine die, et ce sera l'arme du guide suprême, M. Khamenei, en tout cas.
Voilà qui est dit. Justement, je reviens vers vous. Alors, quelques minutes, peut-être, Hichem Lamissi, avant de passer au journal de 19h. Hichem Lamissi, justement, est-ce que vous pensez que c'est une situation qui risque de durer, de s'inscrire dans la durée, comme le disait Manuel Pouchelet? Et si c'était le cas, quelles en seraient réellement les répercussions sur la région qui est déjà suffisamment fragilisée? Hichem Lamissi, il est certain que cette nouvelle crise iranienne, si j'ose dire, elle s'inscrit de fait dans le temps long et que ce n'est pas simplement en fait un épisode qui va passer à travers une riposte iranienne. On est vraiment plutôt dans une logique dans laquelle on a une fuite en avant d'un régime fasciste, israélien qui cherche à engager très clairement les États-Unis de nouveau dans la conflictualité et la guerre au Moyen-Orient. Et il est certain que les semaines à venir sont des semaines particulièrement inquiétantes, avec des complications qui peuvent s'exprimer sur le plan économique également, et éventuellement de nouveaux fronts qui pourraient s'ouvrir. Je pense tout spécialement en Irak, avec une donne qui est aussi à prendre en considération, c'est qu'aujourd'hui, l'Iran est au pied du mur, c'est-à-dire qu'elle a mis en place toute une espèce d'architecture, entre guillemets, de proxy, qu'on a appelé axe de la résistance, etc., qui est arrivée au bout de, justement, ce qui pouvait être acceptable en termes d'encaissement, et que l'Iran, aujourd'hui, doit s'engager militairement directement pour rétablir sa crédibilité, et parce que l'Iran a été touché de toute façon dans des centres névralgiques particulièrement importants, dans des infrastructures critiques, et que d'une certaine façon, ce n'est pas simplement un jeu d'attaque et de riposte, on est entré de plein pied dans une guerre. En fait, la guerre a été déclarée par Israël à l'Iran, et cette guerre, elle va durer. C'est exactement ce que disaient on rapportait plutôt beaucoup de médias qui disaient que cette attaque était carrément une guerre déclarée contre l'Iran. Bien sûr, après avoir réduit en poussière Gaza, après avoir complètement affaibli le front du Hezbollah, le tour, comme il l'avait toujours dit, à l'Iran est finalement venu. Je voulais juste préciser que le guide suprême iranien Khamenei vient de prononcer un discours à la nation à l'instant où il a dit ce qu'on avait dit tout à l'heure, qu'Israël va regretter ses actes. Omar Ben Barti. Oui, Israël va regretter ses actes si l'Iran prend le taureau par les cornes et se défend comme elle prétend maintenant, parce que l'ensemble de la classe politique et de la classe, parce qu'il y a deux classes en Iran, il y a les religieux, certes, mais il y a aussi les hommes politiques. Les conservateurs. Donc, voilà, entre les deux, les choses sont très claires maintenant. Ils crient d'une seule voix et ils n'ont qu'un objectif, c'est de prendre leur revanche, effectivement. Et ils peuvent détruire l'État d'Israël. Israël sera complètement effacé de la carte, parce qu'Israël, en vérité, ce n'est pas grand-chose. C'est parce qu'il y a les Américains, avec les Américains et l'ensemble du monde occidental. Et partant de là, la situation actuelle de l'Iran, c'est un choix cornélien, dans la mesure où ils foncent carrément et ils détruisent complètement l'État sioniste, mais avec tous les satellites arabes qui sont autour, parce qu'il ne faut pas le perdre de vue. Il y a 40 000 soldats dans la base américaine du Qatar. Le Qatar, Bahreïn, les Émirats, tout ça sont des pays qui sont à la solde des Américains. Et donc, à partir de ce moment-là, les Iraniens ne sont pas seuls dans la danse. Ils doivent aussi affronter les Américains par le biais de leurs valets et de leurs satellites locaux, l'Arabie Saoudite, bien entendu, et l'Égypte. À partir de ce moment-là, la situation, effectivement, vous avez employé le mot d'embrasement, elle est au bord de l'embrasement. Si les sociétés arabes, je fais la distinction entre les peuples et les populations et les sociétés et les gouvernants, si les peuples arabes décident à un moment ou à un autre de se prendre en main, comme ils ont essayé de le faire avec les Khafilat Shoumoud, à partir de ce moment-là, l'État sioniste n'a plus de raison d'être. Et en fait, il n'en a jamais eu en vérité. Sauf qu'il a été introduit il y a 70 ans, et à partir de ce moment-là, il ne fait que faire des guerres et de tuer des gens, d'assassiner à droite, à gauche, au Yémen, au Liban, etc., etc. Donc, on ne peut rien attendre de cette entité sioniste, sinon le sang et le génocide.
Très bien. Alors, Manuel Pouchelet, je me tourne vers vous juste pour un peu conclure avant la deuxième partie de l'émission et juste après le journal. Manuel Pouchelet, est-ce que vous pensez que finalement la réaction du monde occidental, parce qu'on va l'appeler comme ça, je ne veux pas dire la communauté internationale, mais du monde occidental qui est donc classique et dont les pays sont connus, aujourd'hui est normal lorsqu'on dit par exemple, au lieu de dénoncer, que l'antitétionniste a le droit de se défendre alors qu'ils ont commencé par attaquer, c'est ça? On appelle ça des frappes préventives. Là, c'est plus du préventif, c'est plus du préventif, là, c'est vraiment une guerre. Les frappes préventives, on les a eues chaque ennemi, si vous voulez. C'est même de l'agression, c'est de l'agression telle que le droit international le considère. Et en même temps, vous avez aussi, ce qui est inquiétant, c'est qu'il n'y a pas de déclaration de guerre, parce que normalement, quand il y a une déclaration de guerre, il y a des échanges, on va dire, de déclarations au niveau des ambassades. Mais bon, je peux vous dire, il n'y a pas d'ambassade d'Iran en Israël. Maintenant, ce qui est grave, c'est qu'on va assister à, cette fois-ci, encore une étape supplémentaire du projet de M. Netanyahou, qui est un projet messianique, c'est-à-dire il avait bien dit que son objectif ultime était de recréer le grand Israël, avec notamment une conquête aussi au Liban et en Syrie. Mais ça, pour l'instant, il est tellement occupé avec l'Iran, et je pense que l'Iran va également l'occuper pendant longtemps, et je ne pense pas qu'il s'y soit préparé. Maintenant, je remarque une chose, dans toutes ces informations qui nous arrivent quasiment à la minute, je ne vois en rien aussi l'opposition à ce gouvernement de Benjamin Netanyahou, qui n'en peut plus. La semaine dernière, on avait parlé de militaires qui refusaient de servir à Gaza. Maintenant, il vient d'engager son pays dans une lutte qui va être longue, où il pense qu'il ne se rend pas compte, si vous voulez. Et pour conclure, je vais vous donner un proverbe arabe: qui garde son secret est maître de sa route. Oui, très bien. Alors Manuel Pouchelet, restez quand même avec nous, juste donc le temps que se fasse le journal de 19h, et on se retrouve ensemble pour la deuxième partie de l'émission. À tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous revoici à nouveau pour la suite de l'émission spéciale consacrée à l'attaque de l'antitétionniste contre l'Iran, bien entendu. On avait parlé au début de l'émission de riposte iranienne. On s'est dit peut-être qu'elle sera rapide, peut-être que non. Eh bien, la réponse, elle a été rapide, puisque de toute façon, Téhéran vient de riposter à l'instant où on se parle avec des missiles balistiques sur plusieurs régions dans les territoires occupés de l'entité sioniste, sans oublier également que même la région de Cisjordanie sont en alerte complètement générale après que des missiles balistiques iraniens aient été lancés depuis Téhéran. Donc voilà pour commencer. Je voudrais, avec vous Manuel Pouchelet, comprendre ou lire cette riposte. Est-ce que c'est finalement, je dirais, un échantillon de ce qui va se faire pour la suite? Manuel Pouchelet. Cette riposte, oui, vous m'entendez? Oui, allez-y. Cette riposte est de toute façon un des échantillons des possibilités, des capacités de la République islamique d'Iran, puisqu'on parle du volet militaire, mais il y aura aussi, on le voit dès à présent en Occident, une augmentation des prix du baril de pétrole. Donc je veux dire par là une riposte économique, et également un risque cyber avec un risque de paralysie de certains systèmes informatiques, que ce soit en Israël ou même des alliés d'Israël. Donc aujourd'hui, on vient d'apprendre en France, par exemple, que la protection avec le plan de surveillance du territoire a été renforcée. Preuve en est que Téhéran est déterminé, si vous voulez, à utiliser d'autres moyens en dehors de la réponse militaire qui, pour elle, n'est pas suffisante.
De toute façon, dans les conflits d'aujourd'hui, nous remarquons bien que les menaces sont polymorphes et ne sont pas que militaires. Et je viens de vous l'annoncer, donc il y aura de l'économie et bien entendu du risque cyber. Oui. Alors, pour ce qui est de l'économie, peut-être que c'était à prévoir, puisque de toute façon, on craint une flambée des prix à la pompe, du carburant. Eh bien, c'est le cas. En tous les cas, c'est ce qu'avait dit tout à l'heure Trump, le président américain, où il disait que c'est une excellente chose pour l'économie et pour le marché, et qu'il disait, pour reprendre ses propos, je trouve qu'en fin de compte, ce serait une excellente chose pour le marché, car l'Iran ne posséderait pas l'arme nucléaire. Ça devrait même être la meilleure chose jamais faite pour le marché. Donc, il faut entreprendre des guerres pour que le marché puisse retrouver son embellie. C'est aussi ça, la politique des États-Unis, Manuel Pouchelet? Vous venez de le dire, de toute façon, il faut savoir que le Moyen-Orient est le premier client des Américains pour les situations, son marché de militaire d'armes. Quand on voit les consommations en 1 000 milliards de dollars de l'Arabie Saoudite ainsi que du Qatar et même d'autres pays de la région, c'est pour eux très bénéfique. Et il y a une chose à souligner, c'est que les Américains sont aussi les premiers producteurs de pétrole. Donc forcément, ils vont avoir une augmentation de leurs commandes sur leur stock par leurs alliés occidentaux. Maintenant, est-ce que les alliés occidentaux vont accepter de consommer du pétrole américain, sachant que le pétrole iranien, quoi que l'on en dise, s'invitait quand même dans l'équation. Donc finalement, oui, en dehors de cette guerre, avec cet aspect militaire que vous m'évoquez ce soir, vous avez aussi l'aspect économique que vous venez de nous présenter. Et je vous le confirme, Donald Trump est un homme d'affaires. Maintenant, il n'est pas certain que cela lui soit favorable dans la durée, parce que si ses alliés n'ont plus d'argent pour financer ses achats de pétrole, puisque bien sûr les prix vont augmenter, en Europe, à l'heure actuelle, il faut savoir une chose, depuis 15-20 ans, les consommations ont quand même baissé de 20% en termes de consommation de pétrole. Donc quelque part, ça va risque aussi, côté européen, d'accélérer une transition énergétique, notamment avec l'utilisation de véhicules électriques que l'on attendait depuis un long moment, en tout cas. Oui. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que selon les médias, les cours de l'or noir se sont envolés de plus de 13% dans la nuit d'hier jusqu'à aujourd'hui. On parle même que ce sont des cours qui connaissent leur plus haut niveau depuis janvier. Omar Benbarti est avec nous. Omar Benbarti, alors la télévision iranienne vient d'annoncer à l'instant même que les premières salves se dirigent vers leur cible. On va dire que la guerre est déclenchée. Hein. Oui, la guerre est déclenchée, c'est certain. Et la riposte iranienne, elle était prévisible. Il fallait bien que les Iraniens prennent en charge la décision de répliquer, parce que autrement, c'était contre leur propre peuple qu'ils allaient avoir des difficultés. Mm-hmm. Maintenant, est-ce que ce que j'observe sur les images que vous passez sur Algérie 24, c'est que c'était la ville qui est attaquée. Alors qu'auparavant, les Iraniens mettaient un point d'honneur à ne pas toucher aux civils. Oui. Ils disaient, nous n'attaquons que des cibles militaires. Parce que, contrairement à l'État sioniste, qui lui s'en fiche royalement, ils évitaient de toucher à des civils et ils ne visaient que des objectifs stratégiques militaires. À partir de maintenant, je crois qu'ils ont compris qu'il n'y avait plus de dentelle et de pincettes à prendre avec cet État criminel, c'est de taper sur Israël autant que faire se peut et de n'importe quelle manière, que ce soit sur les villes où il y a des civils, même s'ils sont cachés dans les abris souterrains. Mais toujours est-il que je pense que la réponse iranienne commence à faire ses effets et ça va faire beaucoup de mal à l'État d'Israël, même si le président américain crie cocorico, parce que lui, il est soi-disant un homme d'affaires, mais c'est surtout un criminel, lui aussi. Hein. Alors, au moment même où on se parle, Omar Benbarti, Manuel Pouchelet, donc selon l'agence Reuters, il y a des explosions à Tel Aviv. Donc, juste avant de commencer l'émission, il y a donc 1 heure de cela, bien sûr, Netanyahou disait qu'il ne fallait pas se réjouir et qu'il fallait absolument rester prudent avec donc cet état d'alerte qu'il a annoncé. Eh ben, il s'attendait à cette riposte qui donc, la voilà, qui est présente. Justement, Manuel Pouchelet,
pourquoi aujourd'hui cherche-t-on absolument à faire intervenir ou à faire rentrer l'Iran dans cette guerre du Moyen-Orient et le faire sortir l'ours de sa tanière? Parce qu'à un moment donné, quand même, Omar Ben Barti, à un moment donné, où on avait fait une émission sur justement l'Iran, vous m'aviez dit à l'époque, et je m'en rappelle, que de toute façon, la guerre ne s'arrêtera à Gaza que lorsque l'Iran rentrera en jeu. Est-ce qu'on est arrivé à ce moment précis, selon vous? Et la question, c'est à Manuel Pouchelet. Oui, on est arrivé, puisque récemment, à la télé française est passé l'ambassadeur d'Israël en France. Il a déclaré le 7 octobre n'aurait pas pu se dérouler sans l'aide de l'Iran. Donc la réponse est donnée en fait. Donc maintenant, l'Iran a toujours été un rôle clé dans la géopolitique et la stratégie du Moyen-Orient, et d'ailleurs tout comme Israël et l'Arabie Saoudite. Quand vous regardez en fait les relations dans cette région qui sont relativement complexes, réversibles et opportunistes, et surtout volatiles, il suffit de s'adresser par exemple à Israël ou à Riyad ou à Téhéran, et tout d'un coup cela vous ouvre des opportunités ou vous bloque dans des affaires possibles. Donc en effet, Téhéran a toujours eu un rôle clé. Je rappelle que depuis qu'il y a eu la révolution en 1979 islamique dans ce pays qu'est l'Iran, ça a été un acteur incontournable et d'ailleurs qui est au cœur de nombreuses décisions qui ont, on va dire, dirigé et influencé, que ce soit Israël ou même la Palestine. Donc quelque part, Téhéran a toujours eu un rôle, notamment avec ses proxys, et on le voit encore aujourd'hui, parce que pour l'instant, je remarque une chose, le Hezbollah n'a pas encore tiré de roquettes ou de missiles, le Yémen de manière timide, mais pourquoi? Parce que ce sont des proxys qui ont été affaiblis par des frappes israéliennes récemment, et que ces organismes-là n'ont pas eu le temps, si vous voulez, de se reconstituer. Puis en même temps, vous avez, je pense que la survie d'Israël doit beaucoup aussi à l'influence et au rôle des Américains dans la région. C'est un rôle qui s'est renforcé pendant la guerre du Golfe avec un esprit colonial, quoi que l'on en dise. Mais si vous voulez, quelque part, Téhéran a toujours joué un rôle clé. Et aujourd'hui, le guide suprême devient le maître des horloges. C'est lui qui va imposer le tempo à M. Netanyahou, qui, pour l'instant, se sent les mains libres, à chaque fois avec le même discours lorsqu'il attaque les pays voisins. Je pense au Liban, je pense à la Syrie ou même à d'autres pays plus éloignés comme l'Iran notamment, parce qu'il n'y a que 1500 km entre les capitales. Force est de constater que quelque part, M. Netanyahou maintenant risque de perdre la main. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir sur combien de temps va s'inscrire cette durée et si les alliés de M. Netanyahou vont le suivre, parce qu'il risque d'embarquer ses alliés dans une guerre qui sera dure, que Téhéran n'hésitera pas à affronter, notamment avec aussi le jeu des alliances des BRICS. Voilà, comme vous voyez, donc nous sommes en train de regarder des images, donc l'arrivée des missiles iraniens sur Tel Aviv, la ville occupée. Ville occupée, donc. C'est la Palestine occupée. Donc, comme vous voyez là. Donc, voilà, ça, c'est le déclenchement des batteries aériennes qui sont en train d'atteindre leur cible à Tel Aviv, chose promise par donc l'Iran, qui ont tenu leurs promesses. La riposte a été, comme je le disais, rapide avec des missiles balistiques. Je reviens vers vous. Nous rejoint donc Mohamed Ben Khorouf, c'est bien ça? Oui, bonsoir. Bonsoir, Mohamed Ben Khorouf. Alors, j'allais dire que tout au long de ce débat et de ces discussions sur cette attaque de l'entité sioniste contre l'Iran aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la Troisième Guerre mondiale, puisqu'on y va, est déclenchée finalement? Le dôme de fer Voilà. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est l'ultime tentative de... Juste un petit moment, Monsieur Ben Khorouf, je ne veux pas vous couper, mais là, je veux juste qu'on fasse attention à ces images, ces missiles balistiques iraniennes et le dôme de fer qui essaye de les intercepter. Donc, la situation est moins simple qu'on le croit. Voilà. C'est carrément le lancement de l'escalade. Oui, effectivement. Monsieur Ben Khorouf, allez-y. Donc, développez-moi, s'il vous plaît, votre idée sur la question. Affirmatif. Je disais donc l'Iran était bien préparé pour qu'elle puisse l'intégrer dans le conflit qu'a mené Netanyahou depuis l'opération du 7 octobre, tout en voulant rassurer ses alliés qui se sont débarrassés et se démarqués de lui, les uns après les autres, y compris les grandes puissances qui avaient justement un désaccord avec l'Iran concernant le développement et l'enrichissement du nucléaire iranien, et qui a défendu toujours l'hypothèse et la thèse et le droit
d'avoir du nucléaire pour des utilisations pacifiques civiles. Et cela donc pousse Israël, et Netanyahou en particulier, à se venger de l'Iran parce que c'est l'Iran qui était la base arrière de la résistance qui a su s'opposer aux crimes contre l'humanité perpétrés depuis 18 mois maintenant contre des civils, contre des organisations onusiennes, contre tout ce qui bouge à Gaza. Et cela est flagrant justement pour le droit international. Donc Netanyahou, il essaye de sauver sa peau par intégrer et pousser l'Iran à rentrer dans cette guerre directe avec Israël. Et cela justifierait justement son agression et ce génocide qu'a perpétré contre un peuple qui s'appelle le peuple palestinien. Donc rappelons-le que l'Iran, qu'est-ce qu'elle doit faire aujourd'hui? Les images que nous voyons ici, l'Iran doit riposter parce qu'aujourd'hui, elle est arrivée à un bout. Si elle ne riposte pas pour ces frappes israéliennes et pour ces intimidations israéliennes, et cela tout en sachant que Israël a commis des assassinats contre des personnalités politiques iraniennes du Haut-Rang ainsi que des scientifiques bien célèbres. L'Iran à chaque fois avait répondu de répondre sur le terrain, mais malheureusement Netanyahou a bien saisi l'occasion et d'attaquer même des représentants du Hamas en Iran. Et cela, donc, c'est une provocation politique, une provocation militaire. L'Iran doit bouger et c'est l'ultime occasion pour l'Iran de dire elle a le droit maintenant de défendre son droit à l'utilisation du nucléaire comme son droit de défendre le territoire. Et cela, justement, donnera une autre dimension à l'Iran pour négocier encore son droit à arriver jusqu'à le projet de la construction de la bombe nucléaire. On voit que la situation est réellement grave parce que je ne sais pas si on est en train de voir dans les images et d'entendre en ce moment même où on se parle, M. Ben Khorouf, le bruit des sirènes. Donc c'est carrément l'état d'alerte. Oui, pour ne pas dire toutes les villes, sur des centaines de localités de la Palestine occupée, ce qu'on appelle aujourd'hui l'entité sioniste. Voilà. Après l'appel donc du front intérieur qui donc lance un appel à toute la population à se capitonner et à se réfugier. Voilà, les images sont très claires là-dessus et très disantes. Voilà. Donc on peut quand même constater que la situation est grave, et que la riposte peut-être... Voilà, on voit les missiles là, la population complètement apeurée. Oui, on voit. D'accord. Monsieur Ben Khorouf, donc comme on le voit, la riposte ne s'est pas fait attendre. Je voulais juste savoir selon vous, puisque ce sont un petit peu les débuts, là on voit que c'est les débuts de cette riposte. Selon vous, Monsieur Ben Khorouf, jusqu'où pourra aller cette riposte iranienne? L'Iran, c'est ce que j'ai dit justement, c'est l'ultime occasion pour l'Iran de défendre ses droits et en particulier la menace israélienne, la menace pas uniquement d'Israël en tant qu'État comme il est présenté, mais la menace d'un système sioniste, impérialiste, international. Et cela est inacceptable ni dans la région du Moyen-Orient, ni dans une autre région. Et cela maintenant, aujourd'hui, est devenu entre les mains d'une puissance militaire qui s'appelle Israël, qui est aidée par les alliés. Aujourd'hui, les alliés qui se démarquent petit à petit parce que le génocide qu'est en train de commettre Netanyahou et cet État d'Israël sous couverture des grandes de ce monde-là. Aujourd'hui, les sociétés européennes s'est révoltées d'un seul coup et pour dire stop à cette boucherie, stop à ce génocide. Et bien sûr, ils culpabilisent leur gouvernement de responsables et de complices dans ce massacre qui est perpétré contre les Palestiniens. L'Iran n'est pas à l'abri d'une paix dans la région. C'est l'occasion aujourd'hui, si elle est d'agresser, de répondre comme elle est agressée, de répondre à Israël. Et cela montre aujourd'hui qu'il y a des rapports de force dans la région. Et ces rapports de force, est-ce que l'Iran maintenant
ira jusqu'au bout de ces menaces israéliennes et confirme sa place de grand pays dans la région. Manuel Pouchelet, je me tourne vers vous. Alors, selon vous, jusqu'où ira justement ces frappes ou cette riposte iranienne, selon vous? Pour l'instant, il est très difficile de donner des hypothèses concernant cette riposte. On voit à l'image beaucoup de missiles qui viennent parce que de toute façon, Téhéran a bien compris une chose, c'est qu'elle est capable de frapper des cibles israéliennes sur son territoire avec la saturation, d'ailleurs, c'est ce qui avait inquiété les autorités israéliennes, avec la saturation du dôme de fer. Donc, Israël aujourd'hui est obligé d'aller au combat, est obligé de déployer ses vecteurs comme elle l'a fait avec son aviation. Maintenant, elle doit aussi s'exposer à des frappes au sol, peut-être avec l'entrée de proxy sur son territoire. Mais une chose est sûre, elle a mobilisé tous ses réservistes et elle risque de ne pas être préparée à s'inscrire dans la durée parce que il faut des spécialistes. L'armée israélienne en elle-même a très peu de personnes d'actives, énormément de gens qui ont fait leur service militaire et de réservistes, donc forcément et d'actifs, excusez-moi. Donc forcément, si vous voulez, il faut s'attendre à une riposte longue. Maintenant, Téhéran fait peut-être des frappes préventives pour voir comment Israël va réagir. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cela nécessite tant du côté iranien que du côté israélien le déploiement de lourds moyens logistiques pour pouvoir justement déployer ces vecteurs et les utiliser avec une profonde connaissance aussi du territoire. Maintenant, ce que je peux vous dire, il y a une phrase de Napoléon qui me vient à l'esprit quand je vois ce qu'il se passe ce soir, c'est n'affrontez pas trop souvent votre ennemi, vous risqueriez de lui apprendre votre art de la guerre. Et je pense que ce soir, nous assistons à une réponse iranienne à l'immixtion israélienne et aux attaques israéliennes sur son sol. Alors, selon les dernières informations quand même, parce qu'il faut suivre et ça va très très vite, l'information va très vite. Alors, selon la télévision iranienne, les cibles auraient donc atteint, plutôt les missiles auraient atteint presque tous leurs cibles dans les territoires occupés et bien sûr dans les territoires occupés d'Al-Quds. Donc voilà, comme on le constate à l'image, bien sûr qu'il fait nuit et il faut aussi comprendre que ce n'est pas tout à fait clair, mais en tous les cas, l'opération est lancée. Omar Benbarti, si vous êtes avec nous, alors doit-on comprendre que c'est le début de ce que cherchait réellement l'antitessionniste ou est-ce que peut-être que l'antitessionniste ne s'attendait pas à cette riposte? L'antitessionniste sait qu'elle est protégée. Oui, surtout. Tout à l'heure, j'entendais quelqu'un de Paris parler des proxys, mais l'antitessionniste aussi, elle a beaucoup de proxys. La France est un proxy, que je sache. Hein, L'Angleterre est un proxy d'Israël. Les États-Unis sont plus qu'un proxy d'Israël, ce sont leurs protecteurs. Et donc, à partir de ce moment-là, ce qui va se passer maintenant, c'est que tous ces pays occidentaux qui nous ont fatigués pendant des siècles avec leur morale à quatre sous, vont commencer à parler du droit d'Israël à se défendre, etc. Et vont mettre à la disposition de l'État barbare sioniste, ils vont mettre à sa disposition tous les moyens qu'ils ont. Ça, il ne faut pas le perdre de vue, il faut le dire. Et donc, l'Iran ne va pas s'attaquer seulement envoyer des missiles balistiques sur Tel Aviv ou Al-Quds et compagnie, parce que l'État d'Israël en tant que tel, il suffit d'une pichenette pour le faire disparaître. C'est pas son armée, c'est pas vrai. Ils nous ont sorti ces images. Mais leur renseignement peut-être. C'est même pas leur renseignement, parce que leur renseignement, vous savez très bien, vous, Madame Leïla Gertal, vous savez très bien que l'ensemble des médias en France, sont entre les mains de juifs, donc d'Israéliens, parce qu'ils sont tous Israéliens. Oui, des sionistes. Le BFM, France 24, etc., tout ça, c'est entre les mains des juifs. Gilles Hanouna et compagnie, Éric Zemmour, tous ces gens-là détiennent la capacité de dire l'information et de formater l'esprit des gens qui sont dans ces pays-là. Je cite la France, mais je peux citer aussi la Belgique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, en tous les cas, pour avoir soulevé cette question, effectivement, que peut-être, à force de craindre son ennemi, on finit par faire de lui quelqu'un de très fort, alors qu'il n'est pas fort. Lahmissi, je voudrais conclure avec vous, parce que vous êtes de retour. Hicham Lahmissi, alors la riposte, elle est là. Bien sûr, en ce moment, les événements et les informations sont très, très rapides. Ils se succèdent. Selon vous, est-ce que cette riposte risque, ou peut-être où est-ce qu'elle peut aller, cette riposte? Est-ce que ce n'est que le début d'une longue série?
Hichem Lamissi? Sans être... oui, vous m'entendez? Oui, allez-y. Oui, vous m'entendez. Alors, sans être un spécialiste de premier plan sur la question, moi, ce que je considère aujourd'hui, c'est qu'une fois que les Iraniens ont rétabli un petit peu leur situation au niveau de l'organisation de ce commandement, la riposte, elle va être claire, elle ne va pas s'arrêter simplement sur une nuit ou sur une seule salve de missiles. C'est clairement une déclaration de guerre que les Israéliens ont exprimée en direction de l'Iran. Et aujourd'hui, l'Iran n'a pas d'autre choix que de se défendre dans un conflit qui court le risque de s'inscrire dans une logique de guerre totale. D'après les informations que j'ai pu recevoir, il semblerait que le ministère de la Défense israélien a été touché et qu'un certain nombre de cibles ont très clairement été touchées sans que la défense antiaérienne israélienne ne puisse faire quoi que ce soit. Donc voilà un petit peu l'état des informations que j'ai pu avoir entre-temps, ainsi que 2 avions israéliens qui ont été également abattus. Oui. Donc finalement, ça n'augure rien de bon finalement. C'est carrément l'embrasement. Il y a 2 avions abattus. 2 avions abattus, selon vous, Hichem? 2 avions israéliens auraient été abattus. Et il paraîtrait que même le ministre de la Défense israélien était touché. Le ministère de la Défense israélien a été touché. Le siège, a été directement touché par des frappes de missiles. Donc le siège du ministère de la Défense. Oui. Et je pense que c'est qu'un début, parce que de toute façon, à partir du moment où les principaux dirigeants iraniens ont été visés, touchés, avec une facilité en plus déconcertante, l'Iran n'a plus d'autre choix que de s'engager dans une guerre totale face à Israël. Et il va falloir préparer également la suite, c'est-à-dire très certainement l'engagement américain dans la région. Voilà, donc l'embrasement, comme on disait tout à l'heure, Hichem, on y est réellement en plein dedans et c'est ce qu'a voulu le dictat de l'entité sioniste et de ses appuis et de l'impunité de laquelle cette entité jouit. C'est le scénario israélien depuis le départ. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui. Vous m'aviez interrogé en octobre ou novembre 2023. Oui. Je crois avoir été l'un des premiers à avoir parlé de génocide. Et j'avais clairement exprimé que Netanyahou fera tout pour engager les États-Unis dans une guerre face à l'Iran. Voilà. Il utilisera tous les moyens et aujourd'hui nous y sommes. Et il faut dire non plus qu'il n'aurait pas pu faire ça, l'entité sioniste, sans l'accord et peut-être l'aval des États-Unis. Nous laissons à présent, je voudrais d'abord remercier tous nos invités aujourd'hui, un à un. Hichem Lamissi, bien sûr Mohamed Ben Khrouf, Omar Ben Berti qui était avec nous, Manuel Pouchelet qui était également avec nous aujourd'hui. Et je ne sais pas si j'en oublie. En tous les cas, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Je voudrais juste qu'on reste avec les images qu'on voit en ce moment de la ville, de la Palestine occupée, l'entité sioniste et des missiles qui atteignent leur cible, Donc je vois tout comme vous ce qui se passe en ce moment. Ça, c'est la riposte, comme je le disais, iranienne, qui a été rapide, qui ne s'est pas fait attendre. Donc les mises en garde des dirigeants iraniens ont été mises à l'œuvre. 2 avions. Alors, on me dit à l'instant où je vous parle qu'un pilote d'avion israélien a été capturé à l'instant. Même où on se parle, comme je dis, qu'il est très très difficile de vérifier l'information. Mais ce qui est sûr, c'est que tout va vite. Les informations parviennent de manière très rapide et tout ça, c'est très difficile. Comme je le disais, restez avec nous, restez branchés sur Al24. N'allez pas très loin. Nous laissons l'antenne dans un petit moment à nos collègues de la rédaction arabophone pour le journal et pour cette couverture spéciale, attaque de l'entité sioniste à l'Iran. La couverture continue sur Al24 News. Restez avec nous.